Bonjour Éric Marty. Bonjour. On entame la biographie, j'allais dire quelle carrière, hein, bon, qui commence au lycée technique de Lagny et non pas s'achève, loin s'en faut, mais passe par le CNRS jusqu'à l'université de Paris 7 Denis Diderot. Mais ce n'est pas de votre carrière à proprement parler que nous allons évoquer, mais un peu de votre généalogie familiale et puis de vos rencontres, surtout, parce qu'elles furent nombreuses, et de vos formations au sens large. Alors, pour commencer, vous êtes né à Paris, d'un milieu petit bourgeois, et il semblerait que une des figures marquantes de votre enfance, ce fut votre oncle, qui était le demi-frère de votre père et qui était François Châtelet. C'est pas rien d'avoir François Châtelet comme oncle. Oui, c'est un passage très important de l'enfance et de l'adolescence, puisqu'il venait, c'était un passage très impressionnant, aujourd'hui un peu oublié peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas qui était une figure très importante du milieu intellectuel d'après-guerre, enfin, et puis des années 60, 70, 80, et qui avait une parole. Je pense que c'était un grand professeur de philosophie et un grand parleur, hein, et il avait un verbe très impressionnant, un grand charme, beaucoup de séduction, une sorte d'affabilité et puis de séduction, oui. Et il venait comme ça un dimanche par mois, peut-être déjeuner à la maison. Et donc il était accueilli, enfin moi en tout cas, je le voyais arriver comme une sorte de figure qui allait raconter les histoires, qui allait aussi beaucoup employer, citer de noms propres qui me trouvait beaucoup. Par exemple, Revaud-Dallon, Olivier Revaud-Dallon, c'était un nom qui revenait fréquemment dans sa conversation. Et ce Revaud-Dallon mettait pour moi un nom très, très, très fort. Deleuze, tout ça, tout son milieu, puisqu'il était très proche de Gilles Deleuze, de Nikos Poulantzas, de Lyotard. Enfin, c'était donc moi j'écoutais ça avec beaucoup de fascination, beaucoup d'intérêt, avec en même temps une certaine distance parce qu'il était malgré tout une figure, disons, de l'intellectuel intellectuel, avec beaucoup de rhétorique de l'intellectuel. Et cette rhétorique, je la sentais aussi. Je n'étais pas complètement, disons, dans un charme naïf. Je décelais une forme de sociabilité très typique de ce qu'était l'intellectuel français, parisien, des années 60-70. Il avait tout fait, en fait. Il avait été avec proche du FLN dans les années 60, 50-60. Il avait signé le manifeste des 121. Bref, c'était quelqu'un qui avait qui avait un parcours aussi, une sorte de parcours qui était très, très, très typique. Et donc, c'est une image très, très, très fondatrice pour moi. C'est-à-dire que c'était une image, une figure, disons, avec laquelle j'avais envie de ressembler, qui était très séduisante et qui m'a beaucoup marqué, qui était aussi très politique. Il parlait beaucoup de politique, et puis de littérature. Enfin bref, c'est une figure de l'enfance très marquante et voilà, que j'ai connu donc tout petit et toute l'enfance jusqu'au bout, quoi. Alors néanmoins, pour un écrivain, parce que vous avez écrit des romans, pour un critique, pour quelqu'un qui a, je crois, en regardant votre curriculum vitae, que j'ai rencontré personne qui a eu autant de bibliographie, enfin articles, colloques, etc. Vous n'arrêtez pas. Enfin, pendant des décennies, Oui. vous n'avez pas arrêté. Et il se trouve que votre scolarité était plutôt médiocre au collège. Très, très médiocre. J'étais un enfant complètement dans une forme d'hébétude et d'indifférence par rapport aux demandes scolaires. Très, très mauvais élève. Je pense, j'aurais dû être envoyé dans ce qu'on appelait le technique à l'époque, viré de l'enseignement général pour aller devenir, je ne sais pas, plombier ou électricien ou soudeur, je ne sais pas. Mes parents m'ont beaucoup soutenu et empêché que je sois débarqué du collège. Et donc j'ai pu continuer, mais il y a eu une rencontre très importante sur le plan intellectuel. La seconde très forte, c'est l'engagement militant, l'engagement politique, puisqu'à l'époque, dans ces années-là, on était militants très jeunes,
comme un peu à l'époque de Napoléon, on était général à 18 ans, eh bien, dans cette génération des années 70, on était militant à 14 ans, 15 ans. Et donc, je me suis engagé vers 14-15 ans par là, à Lutte ouvrière, donc dans une organisation trotskiste qui m'a énormément, évidemment, qui m'a transformé, puisque tout ce qui m'indifférait à l'époque au niveau de l'enseignement m'a, évidemment, dès que ça devenait politique, c'était devenu pour moi très, très formateur, aussi bien en économie politique qu'en philosophie politique, qu'en politique même. Pendant 4 ans, lutte ouvrière, mais vous étiez très actif? Extrêmement actif, très actif. J'étais très militant, j'adorais le militantisme, j'adorais le rapport aux militants, c'est une pratique assez dure, parce que lutte ouvrière est un mouvement qui était assez discipliné. Il fallait se lever tôt. Il fallait se lever tôt, sur le modèle bolchevique, avec, en effet, le matin à 6 heures, devant les usines Chausson, ou autres usines, à distribuer les bulletins entreprises, aller le dimanche dans les cités ouvrières, pour faire du porte-à-porte dans les grandes cités ouvrières, qui étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, qui étaient des cités ouvrières beaucoup plus calmes, que je dirais, sur le plan de la... Voilà. Mais tout de même, c'était rude. Et puis, c'était rude tout de même, parce qu'il y avait nos principaux ennemis, je dirais, ce qu'on appelait les Stals, c'est-à-dire les staliniens. Et je dois dire qu'en fait, ce qui m'a beaucoup... ce qui m'a vraiment formé, c'est l'antistalinisme, au fond. Il y avait quelque chose de très beau dans le mouvement, un mouvement comme Lutte ouvrière, c'était justement qu'il y avait une forme d'abord d'intransigeance, d'élitisme aussi, d'élitisme militant, l'avant-garde, et surtout, au fond, d'un combat antistalinien et d'un combat contre un discours politique qui manquerait de rigueur, qui manquerait de structure. Par exemple, nous, à Lutte ouvrière, on était complètement anti-tiers-mondistes. On était une sorte d'orthodoxie politique très très forte. Et il y avait une sorte de grande réserve par rapport au gauchisme, je dirais au gauchisme général, qui lui adhérait à peu près à tout ce qui bougeait. Et c'est peut-être de là qu'est venu plus tard, quand je me suis engagé auprès d'Israël, au fond, un retour de cette vigilance par rapport au gauchisme général, qui faisait très peu de discrimination entre les formes populistes ou nationalistes de combat et le mouvement révolutionnaire réel. Donc, en fait, j'ai appris. D'abord, j'ai rencontré beaucoup de gens extraordinairement intelligents. À l'époque, tous les gens intelligents étaient gauchistes, au fond, étaient trotskistes ou maoïstes. Enfin, il y avait une forme d'intensité intellectuelle, d'intensité dans l'engagement aussi physique que ça impliquait, parce qu'il y avait évidemment une très grande violence verbale et physique par rapport aussi bien aux fascistes qu'aux staliniens, qu'aux flics, qu'à la police. Enfin, et donc, on n'apprend pas un héroïsme, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, quand on a 14, 15 ans, 16 ans, on apprend tout de même un certain type de rapport au monde, aux autres, qui est très formateur. On apprend énormément, c'est beaucoup plus que d'être scout, si on peut dire. Hein. C'est autre chose. Alors, à tel point que, au sortir de cette activité militante, intense, d'après ce que vous nous avez raconté à l'instant, d'élève médiocre que vous étiez, vous devenez, en terminale au lycée Condorcet, un excellent élève. Oui. Alors, mais voilà, c'est lutte ouvrière, c'est comme ça, on apprend. Quand j'avais 15 ans, je donnais des cours de philosophie politique ou d'histoire politique à mes camarades. J'avais une formation intellectuelle très poussée par lutte ouvrière, on lisait énormément, on lisait des textes très difficiles, on apprenait, il y avait un engagement qui faisait qu'on n'avait pas peur, qu'il n'y avait pas ces limites, je dirais que la société impose et qui nous interdit de penser au-delà de ce qu'on devrait penser. Donc il y a une forme de liberté, en effet, et puis une formation, une rigueur. Voilà. Donc en effet, c'est des grandes écoles, le militantisme, des grandes écoles de vie, des grandes écoles aussi intellectuelles, et ça a été évidemment très bénéfique sur le plan scolaire. Et en effet, après avoir été un élève absolument qui aurait pu être renvoyé parmi les cancres et les ratés de la société, je suis devenu donc en effet un très bon élève.
puisque après j'ai fait donc Hippocagne, Cagne, etc. Alors, vous faites Hippocagne, Cagne, comme de nombreux pères PAIRS de votre génération, mais vous n'entrez pas à l'école normale supérieure. Vous passez ce qu'on appelle les IPES à la fin de l'Hippocagne, et les IPES, ça vous permet d'être payé, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les IPES en fait étaient un système merveilleux qui faisait qu'étudiants on passait un concours qui était assez léger, mais enfin quand même sélectif, et on devenait élève-professeur, donc un peu des sous-normaliens, payés mensuellement. Et on avait aussi l'écrit du CAPES de lettres, et on n'avait plus que l'oral à passer après. Et en tout cas, voilà, ayant les IPES à la fin de l'Hippocagne, du coup, je n'ai pas passé le concours de l'école normale supérieure. Je me considérais comme déjà privilégié, à l'abri. Et donc, je n'ai pas eu cette envie de passer le concours. Et je ne regrette pas tellement parce que je n'aime pas tellement l'esprit normalien, j'aime pas tellement je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu faux dans cette école normale supérieure. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, vous commencez une psychanalyse en 1975, Oui, et qui va durer 2 ans, c'est assez voilà. court. Oui, alors ça aussi, c'est pour ça, enfin, je considère un peu mon parcours comme horriblement typique de cette génération. On est militant, trotskiste ou maoïste, peu importe. On fait une Hippocagne, Cagne, et on fait une psychanalyse, comme tout le monde faisait une psychanalyse à l'époque. Enfin, j'exagère en disant tout le monde, mais il y a quelque chose dans mon parcours d'assez banal, enfin d'assez banal, oui, je dirais, en tout cas d'assez typique. C'est pas par mode que j'ai fait cette psychanalyse, c'était par besoin, parce que j'en avais besoin, mais néanmoins, c'était quand même assez, ça relevait, disons, des codes culturels de ma génération, de mon milieu, de ce secteur, et c'était avec une jeune psychanalyste, une femme. C'était rue du Cherche-Midi. J'allais 3 fois par semaine, rue du Cherche-Midi, faire ma séance sur un divan. C'était une expérience très très forte, très importante, très 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 belle. Franchement, d'une grande richesse, et une grande intensité aussi personnelle. Elle était courte, et là aussi, je me dis tant mieux, parce que à l'époque, justement, j'étais un peu effrayé par les gens qui étaient dans des psychanalyses absolument interminables. C'était aussi un sujet d'ailleurs de critique de la psychanalyse, de ces gens qui finissaient qui étaient clochardisés par la situation psychanalytique, et qui n'en finissaient jamais, et qui venaient, disons, alors c'est les problèmes de transfert mal fait, de mauvais rapports, où l'analyste est vraiment, je pense, responsable de ce type de situation. Mais en tout cas, donc, non, ça a duré 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, et ça a été, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. J'étais content. De manière concomitante, vous commencez le piano. De manière concomitante, j'ai commencé le piano, un petit peu avant le piano, très important aussi, très formateur, très typique aussi d'un désir, d'une aspiration à la culture, à la pratique musicale. Donc voilà, je joue toujours un petit peu, très mal, mais j'aime bien déchiffrer les partitions. J'adorais déchiffrer les partitions en fait, et je joue donc voilà, un peu de Bach, un peu de Schumann, un peu de Chopin, enfin des choses assez faciles, du Debussy aussi, et c'est un plaisir énorme pour moi de faire de la musique. Donc ça, vous commencez le piano en 74. C'est ça, voilà. En 74, et 2 ans après, vous allez rencontrer Roland Barthes à l'automne 1976. Voilà. Vous êtes quand même le maître d'œuvre des œuvres complètes de Roland Barthes, parues aux éditions du Seuil, que l'on trouve maintenant en version poche. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Roland Barthes, Éric Marty? D'abord, c'est passé très très simplement. L'oncle est toujours là, disons, comme le médiateur, comme l'intermédiaire, puisque c'est à la soutenance de thèse de sa femme, Noël Châtelet, qui était donc ma tante, qui a soutenu sa thèse, je crois, sous la direction de Lyotard, et au jury duquel il y avait donc Barthes. Je crois qu'il y avait Nikos Poulantzas, Barthes, Lyotard et Deleuze, me semble-t-il, je ne suis pas certain. Et donc je suis avec mes parents comme un petit garçon qui va que papa, maman voit assister à la soutenance de thèse de la tante Noël.
Et Barthes était là, donc, et après la thèse, on l'a discuté. Et voilà, moi, j'étais très admiratif de son œuvre. J'avais lu le Roland Barthes par Roland Barthes, qui était paru en 1975. J'étais très, très fasciné, très admiratif. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais assister au séminaire qu'il continue de maintenir à l'École des hautes études. Il m'a accepté, puis on a pris un verre et on est devenus très, très proches. Et je raconte cette amitié donc, dans Roland Barthes, Le métier d'écrire, dans lequel je décris vraiment cette... C'est paru en 2011. Voilà, c'est paru en 2011. Et ça a été, disons, entre 1976 et 1980, sa mort, ça a été vraiment 3-4 années très importantes, évidemment. Alors, là aussi, très formatrices. C'est pour ça qu'on est vraiment formé par les rencontres. C'est vraiment les rencontres qui vous forment. Je crois que soi-même, on est vraiment peu de choses, sinon par l'admiration qu'on peut avoir pour d'autres, par ce que tel événement peut casser, ou au contraire construire dans votre vie. Et évidemment, la rencontre de Barthes a été très forte parce que c'était un lien à la fois très individuel, c'est-à-dire qu'on se voyait tous les deux très régulièrement. On allait constamment au concert ensemble, à l'opéra, on dînait ensemble. On se voyait donc dans un rapport individuel très, très, très fort qui était à la fois très formateur et en même temps très angoissant, parce que Barthes était quelqu'un de très, très silencieux, très, très muet. Et moi qui avait 20-21 ans, j'étais un petit peu perdu devant cet homme qui était très délicat, très, très sensible, voilà, avec qui on pouvait parler, mais qui était en même temps d'une forme d'éloignement, de proximité dans le rapport comme ça immédiat, mais il y avait en même temps une distance qui me semblait infranchissable, et donc ça créait une tension incroyable, ce qui faisait que quand je dînais avec lui ou quand on était ensemble, j'étais dans un état d'intensité, de captation, d'attention extrême, à cause du peu de naturel de la relation. C'est-à-dire que Barthes n'était pas quelqu'un qui était dans un rapport naturel aux autres, qui était dans un rapport extrêmement contrôlé, très, très, très peu spontané, et donc sans laisser aller, sans abandon. Et donc ça impliquait de ma part d'être très, très, très attentif, très concentré, très, très concentré quand j'étais avec lui, mais il y avait justement, il y a aussi le fait que j'ai été très vite intégré à son réseau, au milieu Barthes. C'est-à-dire, très vite, j'ai été l'ami de ses amis. Je raconte beaucoup ça dans le livre. Et donc, j'avais, Dieu merci, cet échappatoire, disons, à une relation solitaire par le biais des amis. Et donc, je le voyais Donc, aussi. les amis de Roland Barthes, Voilà, Antoine Compagnon, par exemple, qui oui, était également, ou d'autres. Voilà, d'autres avec une vie mondaine très, très agréable, très, très facile, qui était tout à fait le contraire de la relation un peu austère, seul à seul, qui était une vie une relation de fête, de dîner, très brillant, avec beaucoup de mondanité, beaucoup de savoir-vivre, beaucoup de plaisir, beaucoup de délicatesse, tout cela. Donc, ce qui faisait que ça compensait, je dirais, la dureté qu'était cette relation de maître à disciple ou de jeune homme au grand homme, qui est toujours très dur en fait à supporter. Tout cela était comme adouci par le milieu. Le milieu donc, dans lequel on rencontrait des gens à la fois très connus, comme Foucault, comme Deleuze et comme tant d'autres, mais aussi évidemment beaucoup d'inconnus, beaucoup de gens adorables, des gens merveilleux, qui étaient tous dans ce milieu, qui étaient tous des gens qui écrivaient ou qui n'écrivaient pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y avait un milieu, il y avait une culture de ces milieux. Et donc, voilà, donc c'était pour moi, alors là, ça a été évidemment une expérience très forte et plus que formatrice, évidemment. L'année où meurt Roland Barthes, en mars 1980, vous rencontrez votre compagne. Est-ce que votre compagne était liée à ce milieu-là? Du tout. Je l'ai rencontré d'ailleurs après la mort, en fait, après la mort de Barthes. Et je l'ai rencontré tout simplement parce que je venais voir l'agrégation, et donc je faisais ce qu'on a passé des cols pour les hippocagneuses dans un lycée. Et j'ai rencontré ma future compagne comme ça. Donc c'était complètement en dehors de cela. Mais c'était tout de même
une intellectuelle et une artiste, puisque d'ailleurs les dessins qui sont là-bas sont d'elle, et puis la sculpture aussi qui derrière est d'elle. Donc c'est quelqu'un qui était aussi dans un monde, dans un univers de la culture, mais pas du tout lié au milieu Barthes. Elle deviendra la mère de vos enfants. De mes deux filles, oui, Vos deux deux filles. La première née en 91, la seconde née en 99, la première s'appelant Alicia et la seconde Anna, deux filles, voilà. Alors, vous passez un certain temps après, au tout début des années 80, donc de 80 à 88, à l'Institut français de Londres. De Londres, voilà. C'est grâce à Compagnon que j'ai eu ce poste, c'est-à-dire qu'il était lui-même enseignant à l'Institut français de Londres, et puis il a eu un poste de maître de conférence au Mans, et donc ce poste s'est libéré, et il m'a, je dirais, soutenu, plus que soutenu, vraiment aidé, et j'en suis très reconnaissant pour avoir ce poste. Et donc je suis parti, je venais juste d'avoir l'agrégation, j'avais passé un an de stage dans un lycée à Versailles, et je suis parti pendant 6 ans à Londres pour enseigner à l'Institut français, pour faire des conférences, pour faire des choses d'animation intellectuelle et culturelle, et pour écrire ma thèse sur le journal de Gilles. Donc ça a été là aussi une grande chance. Et ça aussi, c'est aussi, je me rends compte combien aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui les étudiants qui obtiennent l'agrégation, ils n'auraient pas ce type d'opportunité que j'ai pu avoir. Parce que d'abord, les instituts français à l'étranger sont complètement désertés, moribonds, on n'en fait plus rien, alors qu'à l'époque, on était 4 professeurs expatriés à Londres pour animer un institut français avec... il y avait une sorte de très grande... J'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette fin des Trente Glorieux, cette fin de la grande gloire française, où en effet on pouvait partir à l'étranger comme ça, et avant d'avoir un poste au sein de l'université, trouver justement un moyen d'une carrière intellectuelle. Alors, vous écrivez une thèse sur André Gide. Vous êtes celui qui a établi la nouvelle édition du journal d'André Gide dans la Pléiade. Question un peu incongrue, mais ça paraît un petit peu décalé, non Enfin, c'est pas moi qui parle, j'apprécie plutôt André Gide, même avec le recul, mais à l'époque, dans les années 80, travailler sur le journal de Gide, en particulier, c'est quelque chose d'un peu étonnant, après être passé par Roland Barthes, la sémiologie, le système de la mode et tout ce qu'on veut. Alors, oui et non, parce que Barthes était un gidien, Barthes aimait beaucoup Gide, donc il y aurait eu En fait, je lisais Gide avant d'avoir rencontré Barthes, et c'était une lecture de très très grande jeunesse qui m'est restée, et puis il me semblait que c'était un objet... Enfin, j'aimais beaucoup le journal de Gide, notamment sur le journal, essentiellement. C'est un objet qui m'intéressait beaucoup, et qui était pour le coup déserté en effet par la théorie, par les modernes, et que donc fallait investir de la modernité justement. C'était donc, j'ai toujours eu le penser qu'il fallait qu'il y avait des lieux des lieux qui étaient très très riches, mais qui étaient désinvestis, qu'il fallait justement précisément il fallait pas hésiter en quelque sorte à les retrouver. Et pourtant, il n'y a aucun rapport entre André Gide et René Char, sur qui vous allez écrire. Non, aucun. Même, je pense que Char devait détester. Oui, Gide. c'est à ça que je pense. Oui, il devait détester Gide, il va trouver ça absolument horrible. Voilà, donc j'aime bien l'idée d'avoir des postulations presque adverses, presque contradictoires, antagonistes, et d'aimer à la fois d'aimer à la fois le caractère extraordinairement feuilleté de Gide, enfin cette espèce d'imprécision totale, et puis la violence, au contraire, très très frontale de Char. Enfin, donc, au contraire, c'est pour moi des dispositions qui sont au contraire complémentaires, enfin pas complémentaires, mais en tout cas que j'aime réunir en moi. Alors, n'est-ce pas un des traits de votre travail, de votre œuvre, de votre parcours, de votre spécificité, puisque bon, là toujours, restons dans les années 90, vous écrivez dans la foulée un roman, donc, et plus tard, vous écrirez de la théorie. On peut considérer que votre
dernier livre, Le sexe des modernes, est un livre de pure théorie. Vous êtes un grand lecteur de Lacan. Tout le monde ne lit pas Lacan le matin en prenant son petit déjeuner. Or, vous l'avez décortiqué, compris. Enfin, Lacan et d'autres, mais je prends Lacan, disons, comme exemple. Comment on devient Éric Marty? C'est-à-dire à la fois très littéraire, à la fois tenté par la théorie, à la fois tenté par le roman, vouloir écrire des romans, et ne pas lâcher la théorie pure et dure. Ouais. Alors, au niveau le plus primaire, je dirais, c'est un désir du sens le plus dense possible. C'est-à-dire, en fait, habiter les espaces où le sens est, disons, a une épaisseur, où le sens est coriace, où en fait on fait une expérience justement peut-être voilà, du sens le plus extrême du monde. Et donc, en effet, être attiré. Alors, je suis aussi extrêmement attiré par toutes les pensées radicales, par tout ce qui peut avoir une sorte de radicalité, de sérieux, de coupure aussi. Et puis, voilà. Donc c'est voilà. Je n'aurais pas de clé à vous donner. Je n'ai pas de clé, mais ça serait ça. Ça serait l'idée qu'au fond, là où il y a enfin, flairer tous les lieux où il y a du sens, où il y a un sens puissant. Ce qui vous oblige à passer d'un régime de lecture ou d'écriture Ouais. de l'un à l'autre, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est constant. Absolument C'est constant. absolument constant, et être, au fond, aimer les choses les plus simples comme les plus sophistiquées, aimer la littérature la plus, je dirais, apparemment la plus poétique, et puis au contraire, et puis aimer les textes les proses les plus prosaïques, dans le sens de la théorie, par exemple, oui. J'ai une espèce de goût pour avoir une sorte d'éventail de sensibilité le plus large possible, hein. Essayer d'élargir le spectre de mes goûts et le spectre de mon imagination dans beaucoup de terrains et sur une sorte de parcours le plus large possible. Alors, on pourrait dire la même chose de vos rencontres, parce que je ne sais pas si vous avez réussi à réunir autour d'une table Philippe Solers et Béni Lévy. Je veux bien que notre grand catholique, exalté entre guillemets, je dis ça avec sympathie, d'un côté, et le talmudiste retourné sur lui-même. Il y a des rencontres encore plus, par exemple Lanzmann et Barthes. Par exemple, j'ai été donc très proche de Lanzmann. Je pense que c'est une personne qui était complètement à l'opposé de Barthes, à tous les niveaux, mais au niveau presque corporel, au niveau presque physique. Et néanmoins, j'ai été très très proche ami des deux, et dans une relation affective très intense. Ce n'est pas seulement des liens intellectuels, c'était des relations avec Lanzmann comme avec Barthes, des relations, la part de chaleur humaine, de sensibilité, d'amitié, d'affectivité était au premier plan. Et ça a été deux personnages complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et voilà, c'est les deux grands amis de ma vie. Enfin oui, c'est les deux grands amis de ma vie en fait. Donc, Claude Lanzmann et Barthes. Et Barthes. Donc, et je les ai connus. Alors, peut-être, c'était toujours dans les deux cas, ils étaient plus âgés que moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré Barthes, j'avais une vingtaine d'années, lui en avait 60 environ. Lanzmann, la différence d'âge était un peu moins importante, mais j'avais 40-50 ans, lui en avait 70. Peut-être qu'il y avait une relation toujours un peu une envie d'être avec... envie d'être avec cette différence d'âge, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, rien n'est plus, aucun être humain ne serait plus étranger l'un à l'autre que Barthes et Lanzmann. Et néanmoins, ils ont été tous les deux très importants dans mon parcours. Et Philippe Solers, ça a été important aussi, parce qu'à la fin des années 90, bon là, vous vous rapprochez amicalement, disons, de lui, mais c'est Philippe Solers qui va publier, disons,
certains, et les plus importants, de vos textes les plus engagés. Vous pouvez nous raconter cette rencontre, parce que finalement, il va récupérer des textes que vous aviez proposés dans un premier temps ailleurs, et c'est lui qui va... Alors comment ça s'est passé? En fait, je publiais jusque-là au Seuil mes livres, donc j'ai publié mon livre sur Gide, le René Char, le premier roman, etc. Et puis il y a un moment très important où je me suis... il m'a semblé, c'est le commencement en fait d'une aventure qui va se terminer avec le sexe des modernes, il me semblait qu'il fallait que je pense, que je traverse cette question de mes contemporains, des intellectuels qui m'avaient formé. Et donc et de les lire vraiment. Et donc le premier qui m'a paru comme très important à lire, c'était Louis Althusser. Althusser qui avait tué, qui venait de tuer son épouse Hélène, qui a sombré dans la folie. Et il m'a semblé qu'il y avait une forme de nécessité, d'importance de traiter cette question-là, de lire les modernes dans leur singularité et en même temps dans la configuration qu'ils formaient avec d'autres. Et donc j'ai écrit ce premier livre-là qui s'appelle à Louis Althusser, un sujet sans procès, qui a été refusé par le Seuil. Et donc du coup je l'ai porté à Philippe Solers, qui l'a accepté. Et en effet, s'est noué à ce moment-là une nouvelle relation d'éditeur, d'amis, le mot ami peut-être un peu fort, en tout cas je l'ai vu à plusieurs reprises à ce moment-là, on a eu des relations très positives. Et il a donc commencé à publier en effet mes livres, les livres un peu politiques. Le Louis Althusser, le Genet, avec Bref séjour à Jérusalem, et puis, pour terminer, une querelle avec Alain Badiou, philosophe, qui est le troisième volet, disons, de cette entreprise. Donc, entreprise pas seulement, je dirais, de décryptage du milieu intellectuel, mais aussi entreprise de confrontation avec ce monde intellectuel. Notamment avec Badiou, mais pas seulement, puisque ça a été en fait dans les 2000, avec la seconde intifada, que j'ai été amené là aussi à une nouvelle rupture dans mon parcours et à m'engager pour Israël dans des circonstances très très particulières qui étaient la seconde intifada, c'est-à-dire un moment de très grande violence en Israël, mais surtout en France, puisqu'on l'a un peu oublié, mais en les années 2000, 2002, 2003, il y a eu de nombreuses agressions contre les Juifs français, attaques aux voitures béliers des synagogues. Enfin, ça a été quand même beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Hein. On l'oublie, mais de très très grandes dans les banlieues. De très grandes... Et donc voilà, et je me suis à ce moment-là engagé. Donc je raccorde ça tout à l'heure à mon engagement trotskiste des années 70, parce que en réalité, dans le discours pro-palestinien, je retrouvais absolument tous les traits typiques du discours stalinien. C'est-à-dire de cette espèce d'oubli des leçons du marxisme au nom d'un populisme tiers-mondiste complètement vague. Et surtout, et c'est là où c'est le plus important, surtout ce peu de cas de la vérité. C'est-à-dire ce fait typiquement stalinien du fait que on s'accorde avec le mensonge. Le mensonge n'est pas très important, au sens où la politique décide de tout. Ça ne gênait pas beaucoup les staliniens de mentir sur l'URSS dans les années 50, 60, 70. De même, ça ne gênait pas de mentir sur les Palestiniens, sur la réalité politique du mouvement palestinien dans les années 2000. Et cette espèce d'esprit stalinien, il a imbibé un petit peu toute la mouvance, disons, de gauche et gauchiste. Et pour moi, a été vraiment très typique. Ma réaction, je l'ai ressentie comme la réaction de l'année de mes formations trotskistes, où la vérité, c'est le nom, vous le savez, du journal Trotsky, que Trotsky avait fondé. La vérité étant au fond l'espèce de dernier rempart que le mouvement révolutionnaire pouvait encore maintenir contre sa déchéance et sa déchéance historique
que le stalinisme a pu construire. Mais vous diriez la même chose aujourd'hui, disons, de ces antagonismes, parce que il y a quand même beaucoup plus de confrontation et de dialogue entre gens qui ne pensent pas la même chose. Voilà. Là, c'était un moment, très précis, paroxystique. Voilà, tout à fait précis. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, le mouvement palestinien n'est plus tellement investi, n'est plus l'objet d'un tel investissement politique. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui de considérer que... Alors, à l'époque, il y avait Arafat, il y avait l'OLP, il y avait le Fatah, il y avait tout un mouvement, toute une mythologie gauchiste et tiers-mondiste qui était très puissante. Aujourd'hui, on a affaire au Hamas, on a affaire au Hezbollah, on a affaire à des mouvements qui sont irrécupérables, même par le plus menteur des staliniens ou des petits gauchistes. Donc, il n'y a plus cette dimension-là qui est en jeu. Mais à l'époque, il me semblait très important justement d'en faire un combat des vérités, en effet, de faire de la vérité l'un des enjeux qui me permettait de défendre Israël, non pas d'ailleurs de défendre sa politique, parce que sa politique pouvait tout à fait être elle-même critiquable, à l'évidence, hein, mais de défendre, je dirais, en tout cas la vérité d'Israël dans son droit à exister, dans sa nature, dans son statut d'État juif. Cette vérité-là, je voulais la défendre et il me semblait que la vérité devait être un des enjeux de ce combat, de ce travail. D'où le fait d'ailleurs que j'ai pris Genet comme biais pour construire justement cette vérité, parce que Genet était typiquement l'une de ces fausses médiations que la gauche se donnait comme pour défendre les Palestiniens. Genet du côté des pauvres, etc. Et j'ai voulu démonter ce nouveau montage, cette espèce de mythologie gauchiste, tout en aimant beaucoup Genet comme écrivain, montrer que précisément c'était le pire peut-être des défenseurs des Palestiniens et qu'on ne pouvait sûrement pas en faire justement une médiation non problématique, puisque Genet, c'était avant tout par son antisémitisme fondamental qu'il défendait les Palestiniens, il y avait dedans toute une arrière-histoire qu'il fallait mettre au jour, que j'ai mise au jour, que ces textes étaient des textes très cryptés, plein d'arrière-plans, que là aussi il fallait mettre au premier plan pour en montrer la vérité, et que donc l'espèce de mythologie de Genet avec le Keffieh et Genet avec Arafat, tout cela, ça devait tomber parce que c'était justement des fausses médiations. Et donc, mon livre, Bref séjour à Jérusalem, c'est un livre à la fois où il y a toute une partie où je raconte un séjour à Jérusalem après la Grande Intifada, et puis une deuxième partie très importante où je démonte précisément le système de simulacre gauchiste ou stalinien, on ne sait pas trop quel nom lui donner, par où justement les Palestiniens forment une mythologie qu'il me semblait qu'il fallait remettre en cause. Après cette deuxième période, j'allais dire, séquence politique, première séquence lutte ouvrière, deuxième séquence, celle que vous venez de nous raconter, il semblerait que là, vous repartez pour une nouvelle séquence à la fois plus littéraire, plus psychanalytique, et qui devait aboutir, donc 20 ans plus tard, au sexe des modernes. Mais tout d'abord, il y a votre lien à Jacques Lacan, qui me paraît important, le colloque que vous organisez sur Lacan et la littérature. Des choses encore mal connues, parce que si on dit comme ça, Lacan et la littérature, d'ailleurs lui-même disait ni tour à terre, donc il ne voulait pas sacraliser le livre. Les gens ne comprennent pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais alors quoi, Lacan, il voulait jeter les livres par la fenêtre? Non, il voulait jeter par la fenêtre une certaine idée un peu fétichiste du livre, de la culture, qui empêchait justement les sujets d'accéder à des formes de savoir d'eux-mêmes un peu plus authentiques. Je raccourcis, mais c'est un peu l'idée. Alors, Éric Marty, en quoi Jacques Lacan peut aider les littéraires ou tous les braves gens que nous sommes, disons, à nous défaire de ce poids de la tour à terre qui nous met littéralement à terre. En général, on disait avant la culture bourgeoise, mais là, c'est la culture avec un grand K. Alors oui, pour lui, la littérature, au sens dont vous l'entendez, c'est la poubelle, justement, c'est ce qui va à la poubelle. C'est la poubelle, et donc
Alors, voilà, il me semblait que Lacan était important parce que son rapport à la littérature était un rapport inséparable de sa pratique de psychanalyste. Et donc, il y avait il y avait des enjeux. Il y avait des enjeux. On a beaucoup reproché, et parfois pas complètement à tort, au formalisme des années 60-70, d'être justement trop formaliste, d'avoir un rapport un petit peu, je dirais, un petit peu de l'art pour l'art à la littérature et de devenir un petit peu d'avoir un discours un peu décadent, une sorte d'esthétisation, je dirais, outrancière de la littérature et de faire de la littérature quelque chose qui finalement se mordait un peu la queue à se répéter, à se mettre en scène, à mettre son miroir devant elle et à se... Voilà. C'est injuste, mais il y a en même temps du vrai dans ce reproche. Et évidemment, Lacan échappe complètement à ce reproche, parce que pour lui, la littérature est entièrement impliquée justement dans des questions vitales, dans des questions de pulsion de mort, dans des questions de désir, de névrose, de perversion, et donc enfin, l'intensité qu'il met à lire les livres, c'est celle de la même que l'écoute du psychanalyste par rapport au patient. Et donc, il y a quelque chose qui traverse précisément les pages, qui traverse les reliures des livres, qui traverse les... Et voilà. Et donc, c'est là où Lacan m'a semblé vraiment très important, comme Freud d'ailleurs, parce qu'en fait, à mon avis, et sur ce plan-là, Lacan, évidemment, n'est pas Freud, il y a un autre style, il y a une autre démarche. Plus baroque. Beaucoup plus baroque, et puis il y a cette violence dont vous parlez, cette côté-là. Mais en même temps, il est pour moi dans la complète suite de ce que Freud a fait, donc de casser, au fond, de casser la reliure du livre pour y mettre en évidence des processus d'investissement psychique, libidinaux, de toutes sortes dans le texte. Et voilà. Et en ce sens, heureusement qu'il y a la psychanalyse. Je suis assez frappé d'ailleurs de son total discrédit aujourd'hui dans le champ littéraire. Je sais pas, à l'époque justement où je faisais tout cela, il y avait dans les universités de Paris, de province et de Navarre, les départements de lettres avaient toujours un ou deux maîtres de conférences ou profs qui travaillaient sur cet aspect-là. Ça a complètement disparu et la psychanalyse n'a plus du tout d'enjeu, enfin, a perdu, enfin en tout cas, cet enjeu dans le champ littéraire en tout cas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça peut revenir sous d'autres formes. Par exemple, je dirais que c'est des questions qui ont disparu. Par exemple, aujourd'hui, spontanément, on ne se demanderait pas et pourquoi James Joyce, il n'est pas psychanalysable? Pourquoi Lacan disait que James Joyce n'était pas psychanalysable? Voilà. Une question, disons, qui était entre guillemets quasi spontanée, mais ça peut revenir, voyez, sous d'autres formes, parce que là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a la psychanalyse se refonde en permanence. Oui, non mais ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est une sorte de refus de l'interprétation. Il y a vraiment un refus de penser. Enfin, les années 60, 70, 80 ont été des années où tout était déchiffrable et rien de ce qui était sous nos yeux n'était vrai. Tout était derrière le texte, tout était caché. Oui. Il fallait briser, casser les apparences pour y voir... Aujourd'hui, c'est le contraire. Et c'est le contraire. C'est vrai, ça c'est le contraire. Il y a une restauration des apparences qui est absolument inouïe. C'est le visible, les apparences, dire c'est faire, c'est tout ça qui compte. Et il ne faut surtout pas y toucher parce qu'y toucher, c'est manquer de respect à l'autre. Et pour moi, l'exemple qui m'a le plus frappé de cela, pour la psychanalyse, c'est le film Petite fille, qui est le documentaire Petite fille sur l'histoire d'un petit garçon qui à 3-4 ans, veut devenir une fille et que la mère... oui, je l'ai vu. Et ce film a été l'objet d'un accueil absolument dithyrambique. Et tout le monde disait la mère était une mère admirable, courageuse, etc. Et moi, j'ai regardé ce film et j'ai tout de suite vu, enfin tout de suite, mais c'est peut-être un défaut, vu dans le visage de la mère un excès de désir, un excès presque incestueux, une projection, la manière dont elle regardait son enfant, une projection de son propre imaginaire dans le corps de l'enfant.
Et voir ça, ça n'est plus possible. Parce que, évidemment, voir ça, c'est un réflexe typique de ma génération, c'est-à-dire de penser que rien n'est... C'est lui manquer de respect. Voilà, c'est manquer, que les apparences sont fausses et que la vérité, enfin, que les apparences sont fausses, qu'en tout cas, il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer. Il y a qu'un regard trop appuyé a une signification, que c'est pas la douceur. C'est au contraire, derrière la douceur, un excès de désir. Enfin bon. Et je suis frappé par ça, par le fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de refus d'interprétation, alors que les années 60, 70, 80, etc., sont des périodes d'herméneute. On passe notre temps à déchiffrer le monde, à casser les fausses évidences, à voir voilà, le vrai qui est derrière le faux, etc. Et ça, vous pensez que c'est un phénomène générationnel? C'est un phénomène, je crois, oui, c'est un phénomène en tout cas, je ne sais pas s'il est générationnel dans les faits, maintenant dans sa cause, il est à mon avis historique, il va dans le sens, je dirais, d'une espèce de globalisation et puis de cette dimension où le social prend le pas sur le sens, c'est-à-dire que où le social devient le lieu où l'on agit, le lieu où l'on vit, le lieu où l'on professe, où l'on pense. Et donc, il faut en rester au social, mais le sens n'a plus de valeur propre, autonome. L'espace de signification n'est plus l'objet, au fond, n'est plus l'objet de la lecture. Ce qui est la lecture, ce sera la lecture des phénomènes sociaux qui sont donc en effet apparents, mais pas de déchiffrer le sens qui est derrière. Donc, alors, voilà. Éric Marty, si vous vous retournez là, à l'heure d'aujourd'hui, 21 juin 2021, sur votre itinéraire, sur votre parcours, qu'est-ce que vous aimeriez mettre le plus en valeur? Vous êtes parti de l'idée, finalement, d'une certaine banalité, enfin, entre guillemets, dans la carrière. Bon, en gros, Éric Marty, vous étiez destiné à devenir un petit professeur, puis un grand professeur, et puis un écrivain, et puis un interprète, et puis un éditeur, etc., etc. Quand vous vous retournez, et je vous poserai pour finir la question sur demain, est-ce qu'il y a un élément saillant de votre existence que vous aimeriez mettre en valeur aujourd'hui? Un événement. Enfin, un événement, ou un moment, ou une séquence, disons, qui, pour vous, serait plus des années tournantes, décisives, ou est-ce que c'est une série de montagnes russes? Voilà. Moi, je crois beaucoup à la contingence, au pur hasard, et je me vois tout à fait, possiblement, clochard ou meurtrier ou voilà, n'importe quoi. Enfin, je pense pas du tout ni au destin ni à quoi que ce soit. Je m'imagine très bien ayant une vie banale, une vie de petit prof de lycée de province, par exemple. J'aurais pu tout à fait vivre. Ou pire encore, donc, c'est une vie plutôt une vie de clochard, ou une vie de quelqu'un de très malheureux, ou une vie de quelqu'un de très pauvre, parce que ça aurait été une possibilité, en effet, pour moi, puisque, encore une fois, lorsque j'avais 10, 12 ans, 13 ans, j'étais un très médiocre élève qui était complètement inadapté par rapport à la société, par rapport à l'école, par rapport à tout, par rapport à la vie. Et j'aurais pu être débarqué de cette société dans des marginalités économiques et sociales. Et donc, en fait, bon, le grand événement intégrateur, ça a été donc Lutte ouvrière, ça a été le militantisme qui m'a donné une structure où les choses avaient du sens. En effet, tout d'un coup, les choses prenaient sens parce qu'on se battait pour la révolution mondiale et on croyait à la révolution mondiale. Et lire Trotsky avait beaucoup plus d'intérêt que de lire Bossuet ou je ne sais pas quel écrivain, ou faire des mathématiques auxquelles je ne comprenais rien, où j'étais nul. Et donc voilà, j'aurais pu tout à fait, si n'avais pas eu si l'histoire, au fond, à l'époque, n'avait pas été si généreuse, parce qu'il y avait aussi la générosité de l'histoire qui nous offrait ces possibilités-là, eh bien, sans doute aurais-je pu terminer en effet comme une forme de
peut-être pas de clochard, j'exagère, mais en tout cas de quelqu'un qui aurait complètement raté sa vie. Ça, c'est une chose qui m'est complètement, que j'ai constamment à l'esprit, de cette possibilité du ratage absolu et voilà, qui était une éventualité complètement vraisemblable et même plus crédible que celle que j'ai vécue.